Nouveau numéro d'Eleven Insiders avec nos deux invités du jour. Il y a Thomas Châtel qui est là. Salut Tom. Salut à tous. Et Hugo Kuipers qui n'est pas sélectionné par Roberto Martinez. Meilleur buteur belge. Ça, c'est un petit peu bizarre. On va évidemment parler de la sélection et de la forme d'Hugo avec la Gantoise dans ce nouveau numéro. Il va switcher de langue. Il a fait le podcast aussi que vous pouvez bien sûr suivre sur YouTube avec Dave Peters en néerlandais, dans un néerlandais qui était parfait. C'est Hugo Kuipers. Hugo, tu es à l'œil. La langue maternelle, c'est le français quand même. C'est les deux. C'est vraiment parfaitement les deux. Ça, c'est quand même rare. Oui, on parlait français à la maison et j'étais en maternelle en néerlandais, donc j'ai appris les deux sans m'en rendre compte. Tu es à l'œil aussi, Thomas Châtel, mais la langue maternelle, c'est bel et bien le français. Salut Tom. Ouais, pas aussi parfaitement que Hugo, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer dans des clubs néerlandophones, ça aide. Bon, les sélections, là, c'est quand même aussi la grosse info de la journée, de la semaine. Thomas, la liste des 26, mais on le disait en rigolant, mais c'est quand même le meilleur buteur belge cette saison. Hugo, première réaction, pas dans la sélection, tu n'étais pas dans la présélection non plus. Tu aurais peut-être pu y être, hein, qui sait, avec les chiffres que tu as pour l'instant. Oui, ils auraient pu être meilleurs aussi, mes chiffres. Ça, c'est la première chose. Après, personnellement, c'était pas l'objectif d'y être maintenant. C'est dans un coin de ma tête pour les années qui suivent. Je pense que depuis que je suis arrivé à Malines, j'ai grandi en tant que joueur. Je suis sur une progression constante. Donc, à moi de rester dans cette progression et pouvoir atteindre l'objectif dans les mois, années à venir. Normal d'être ambitieux, c'est bien de l'entendre de la bouche d'Hugo aussi. Thomas, cette sélection, des surprises ou pas, voilà, si je vous donne 30 secondes, une minute pour... D'abord par rapport à Hugo, je pense qu'il fait partie des joueurs qui sont pas loin et des joueurs de notre championnat belge qui dans l'avenir seront sûrement appelés. Je pense à Trésor évidemment, à Heinen, à Genk. Hugo en fait partie. Je pense que si Gant avait fait un début de championnat incroyable, peut-être qu'il aurait été encore un peu plus proche, mais voilà, il paye un petit peu aussi le début compliqué de Gant. Et pour le reste, oui, pas mal de choses à dire quand même. Hein. On parle beaucoup de la présence notamment de Doku, qui a très peu joué ces derniers temps à Rennes, quelques minutes je pense. Et qui reste quelqu'un de très sensible au niveau des blessures. Donc on savait que c'était un des, entre guillemets, chouchous du coach. Il fait un choix par rapport à Luke Bacchio, qui lui était en grande forme. Donc c'est comme dans la vie, pour un coach c'est super difficile de rester cohérent jusqu'au bout. Alors il y a des gars parfois en forme qui reprend, je pense à un Debast, très très vite. Trop vite, diront certains, et puis d'autres qui sont pas du tout en forme et qui reprend quand même parce que service rendu, on pense à Doku et à ce fameux Euro où il était finalement le facteur X avec un Hazard qui était moins bien déjà. Hugo, tu as suivi cette sélection aussi tout à l'heure. Il y a des surprises quand tu as vu les noms apparaître, des joueurs tu t'es dit tiens, ouais, ça j'y ai peut-être pas spécialement pensé. Non, pas vraiment. Après, je pense qu'on sous-estime le fait de composer cette sélection. Il y aura toujours des gens, surtout de l'extérieur, qui seront insatisfaits. Mais au-delà du 11 de base ou des 14-15 joueurs qui participent à un match, il faut créer un groupe qui vit ensemble pendant 4 à 5 semaines, dans le meilleur des cas. Et il y a des anciens qui sont peut-être moins en forme, avec un peu moins de temps de jeu, ou que d'autres remplaceraient par des jeunes, ou voire des joueurs comme moi-même qui n'ont jamais été sélectionnés. Mais après, il faut pas sous-estimer l'influence que des cadres ont dans la vie au quotidien. Le cas de Bast, sélectionné, on en parle beaucoup. Tu as joué contre lui cette saison, de mémoire aussi. Il mérite sa place, c'est toujours peut-être difficile pour toi. Comment je pourrais tourner cette question autrement, Hugo, il est impressionnant cette saison, comme beaucoup le disent. Oui et non. Pour son âge, oui. Après, si on enlève son âge, pour moi, j'ai pas vu énormément de différence avec les deux autres défenseurs centraux que j'ai affrontés cette année des clubs du top. Donc oui et non. Réponse partagée. Non, oui, moi je reste persuadé que ça a été peut-être un petit peu trop vite, ça va peut-être un petit peu trop vite, et aussi par rapport, je parlais de la cohérence, mais par rapport à certains devant lesquels il est passé, oui. On pense à Mekelo, je pense qu'il n'est pas dedans par exemple, qui est dans l'équipe type de la Ligue des Champions, Boyata,
qui paye ses prestations un peu compliquées et ses blessures aussi, à mon avis, voilà, c'est qu'il n'est pas complètement rétabli non plus. Bon, la transition est toute trouvée, la sélection, il n'y a pas de gantois. Dedans, on a beaucoup parlé d'Alessio Castromontes aussi, ce sera peut-être pour l'avenir. Mais Hugo, tu le disais, ça arrivera peut-être quand mes chiffres seront encore meilleurs et quand la régularité sera peut-être là. On va revenir sur la saison de la Gantoise. Là, pour l'instant, tout va bien, c'est la bonne semaine. Qualif européenne, qualif en Coupe de Belgique. Et puis le championnat, ça tourne pas trop mal. 17 minutes de temps de jeu hier. Il y a quand même eu une apparition en Coupe. Oui. La qualif. Les chiffres, ça n'a pas été trop difficile, visiblement, à Dessel. Non. Vous vous êtes rendu le match facile ? Oui, d'une part, on s'est rendu le match facile et puis après, on était un peu sur pilote automatique. Je crois qu'on a vu qu'il y avait deux divisions de différence entre les deux équipes et la qualification était entièrement méritée. Très bien, la saison, on va faire un petit peu les choses dans l'ordre. Ça tourne bien pour l'instant, mais on n'oublie pas ce qui s'est passé en début de saison. Et peut-être qu'on vous en reparle aussi au niveau du groupe. Vous auriez pu être en Europa League à un moment donné. Oui, après si on voit la double confrontation contre l'Omonia, on est éliminé de façon logique, même si sur le match aller à domicile, on n'a vraiment pas de réussite. On prend 2 buts alors qu'ils ont 3 tirs, je pense, dont une frappe déviée, une qui va en pleine lucarne. Et nous, de notre côté, ça ne rentrait pas. On a touché le poteau, on a eu des occasions, on a raté pas mal. Et par contre, on a été là-bas en devant rattraper un 0-2 à domicile. Et là-bas, on n'a pas eu droit au chapitre, notamment dû à l'ambiance qui avait. Enfin, c'était assez incroyable. Et donc, on s'est retrouvé à jouer la conférence. La Conference League, on a envie de dire ouf, c'est passé tout juste. Vous nous avez quand même fait peur, je dis nous pour le coefficient belge aussi. On n'est pas passé loin d'une petite catastrophe. Comment on explique, Hugo, que cette saison elle est quand même fortement irrégulière pour Gand ? Il y a 2 raisons principales. C'est d'une part nous qui n'avons pas été au niveau, je crois individuel d'abord, trop d'erreurs et pas toujours le même joueur. Donc ça a vraiment été un échec collectif à ce niveau-là. Et puis il y a eu des circonstances atténuantes, les blessures et certains matchs qu'on aurait dû gagner où on n'a pas été efficace, que ce soit défensivement ou offensivement. Et donc les 2 font que tant en championnat on a laissé filer trop de points et qu'en Europe on s'est fait peur. Là c'est le déclic. La saison de Gand est lancée. Il vous fallait, on a presque envie de dire, cette qualif européenne pour rassurer tout un groupe ? Si on gagne dimanche, la saison sera lancée, oui. À Courtrai, oui. Il y a eu cette victoire aussi dans le derby des Flandres. Là, Thomas, on peut en parler aussi ensemble et Hugo nous dira si on se trompe ou pas, mais on a l'impression aussi que Gand était présent et que c'est en fait le visage de Gand qu'on a envie de voir chaque week-end et qu'on doit voir en fait chaque week-end vu les ambitions. Oui, à ce niveau-là, ils reproduisent un peu ce qui s'est passé la saison passée, pour l'instant, avec un Gand qui a dû courir après ses playoffs et qui finalement a su tout sauver sur le Gand avec cette Coupe de Belgique. Donc voilà, c'est un peu dommage qu'il soit retombé dans ces travers-là. Alors évidemment, il y a des blessures, mais les blessures, ça fait partie de l'histoire d'un noyau, d'un club. Et voilà, je pense qu'il faut se poser quand même à un moment les bonnes questions, de savoir pourquoi Gand doit partir avec ce retard-là, parce que quand on les voit jouer contre Bruges ce week-end, on se dit cette équipe a sa place dans le top 4. C'est-à-dire que là, Gand a trouvé cette stabilité. Il faudra évidemment, Hugo, tu le disais, confirmer contre Courtrai. Mais pendant une période, on s'est dit, attention à Hein van Azebroek aussi. Les médias, on sait comment ça va. Il y a des entraîneurs qui ont déjà été mis à la porte cette saison. À un moment donné, on a dit, attention, Hein van Azebroek, au niveau des résultats, c'est un petit peu irrégulier. Comment ça va se passer ? Vous avez senti ça dans le groupe aussi ? Non, en interne, absolument pas. On est resté bien plus serein que l'image que les médias nous ont donnée, même si on était conscient que le niveau affiché n'était pas suffisant et qu'on se devait de faire mieux. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y avait trop de joueurs qui performaient en dessous de leur niveau. Et je pense qu'une fois que chacun atteint le niveau qui est le sien, on fait des matchs comme ce week-end et comme la qualification européenne la semaine dernière. De quelle manière la sortie de votre président aussi a eu un impact sur le groupe ? Président Yvan De Witt qui est sorti, qui à un moment donné a quand même dit les petits gars, maintenant stop, là on redresse la barre. Mais sa sortie médiatique n'a pas changé grand-chose dans le sens où il était venu durant la semaine remettre les points sur les i devant le groupe. Et ça a eu un impact ? Oui, parce que c'est quelqu'un qui sait toucher les joueurs par les mots, quelqu'un qui est très juste dans ce qu'il dit et ce qu'il ressent. Il est assez proche de ses joueurs humainement. Il est bon, donc fatalement, tout le monde s'est posé les bonnes questions.
donc le président de 8 qui est présent depuis de nombreuses années. Thomas, tu l'as connu aussi? Oui, je l'ai connu. Je confirme ce que Hugo dit. C'est quelqu'un de très psychologue, qui sait de quoi il parle et qui quand il parle devant le groupe, a souvent les bons mots. Donc voilà. Après, il y a eu aussi il y a une relation très forte entre lui et l'entraîneur. Et donc, je pense que là aussi, ça aide dans des moments compliqués comme ceux-là. Et on a pu croire à un moment qu'il y a eu aussi un petit peu des moments difficiles entre les deux. Il nous a confirmé dimanche que c'était une discussion entre amis, une discussion forte, mais entre amis. Bon, il en faut parfois aussi pour faire avancer un bateau comme celui de la Gantoise qui a de belles ambitions cette saison et qui se retrouve 6e au classement, juste derrière le Standard. Tiens, je vois Hugo qui sourit aussi, ça lui ferait plaisir de passer devant le Standard en toute amitié. Là aussi, on parlait d'Ein van Azebroek. Hugo, si je te demande de me résumer un petit peu ce personnage mythique de notre compétition en un ou deux mots, tu nous dirais quoi? Quelqu'un qui ne laisse... Oui, rien. Il maîtrise tous les détails. Il maîtrise tous les détails, que ce soit la communication tactique et sa relation avec les joueurs. Il ne fait rien par hasard. Parfois trop dans sa manière de communiquer ou pas? Je pense que tous ses propos sont calculés. Il ne dit rien sans les avoir bien pesés, autant le pour et le contre avant. Donc, non, il aime bien tout maîtriser. Est-ce que tu as une anecdote depuis ton arrivée à Gand aussi avec Van Azebroek? Il doit bien avoir un petit quelque chose de croustillant. C'est un personnage qui est croustillant. Là, directement, non. Je peux y réfléchir et y revenir tout à l'heure. On fera ça. Thomas, par rapport à Hein Van Azebroek aussi, et la relation avec Hugo Kuipers, on sait que ça n'a pas toujours été, cette saison, spécialement évident. Non, c'est vrai. C'est quelqu'un qui, de toute façon, est hyper exigeant. Et donc, c'est jamais évident avec un coach comme Hein Van Azebroek. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'il est allé très loin comme coach. C'est parce qu'il va toujours chercher le petit détail en plus chez le joueur et qu'il n'est jamais complètement satisfait. Et ça a été le cas, je pense, avec Hugo, à un moment où il aurait aimé que Hugo continue comme il avait débuté, c'est-à-dire avec beaucoup de courses vers la profondeur, en allant moins vers le ballon, et c'est ce que, en tout cas, il a laissé transparaître, c'est que il a ressenti chez Hugo qu'il y avait un petit peu trop cette tendance à aller chercher les ballons, à combiner avec le milieu de terrain, et que lui aurait voulu continuer à avoir de la profondeur. Voilà, ça dit bien aussi le souci du détail, comme Hugo disait qu'il a. Donc ça, c'est ressorti aussi dans une interview que vous avez pu réaliser avec Vincenzo Ciurro en après-match, avec Hein Van Azebroek aussi. Vous avez pu entendre ces propos-là. Merci de nous les avoir relayés dans Eleven Insiders. Je me tourne vers Hugo, mais vous êtes aussi la première personne vers qui Hein Van Azebroek est allé. Parce que je n'étais pas tout simplement la personne la plus proche sur le terrain, parce qu'il va vers tout le monde. Peut-être, mais par rapport à cette relation, alors de ce qu'Hen Van Azebroek a déclaré au micro de Vincenzo et celui de Thomas, c'est une discussion qu'il a eue avec toi, très clairement, sur le fait de toucher trop de ballons. On en a parlé, après ça allait de pair avec le fait que collectivement on était moins bien aussi. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et que le fait que ça tournait peut-être moins bien, qu'il y ait trop d'espace entre nos lignes, etc., moi je ne trouvais pas le juste milieu, ou plutôt je ne trouvais pas juste tout simplement, juste d'aller en profondeur à certains moments quand le bloc était plus bas, etc., ou voilà, mais on en a discuté, et sur les dernières semaines c'était rectifié. L'anecdote, revenue ou pas encore? Non, je n'y ai plus réfléchi. La grande qualité du coach Hein Van Azebroek, ce serait laquelle? Au-delà du fait qu'il maîtrise un peu tous les détails, ce que tu disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui communique très bien, autant avec son groupe que vers le monde extérieur. Il sait parfaitement de quoi il parle. Il a ses années d'expérience qui parlent pour lui, et les résultats aussi. Un défaut peut-être du coach, puisque tout être humain a ses défauts. Ses qualités sont parfois ses défauts aussi, justement. C'est de peut-être pas lâcher certaines choses quand il est trop focalisé sur les détails, mais encore une fois, c'est ses qualités aussi. Donc voilà. Est-ce qu'il remplace, dans la hiérarchie des entraîneurs que tu as connus, Hugo, la place de numéro 1, c'est... Je me souviens, tu étais venu dans Insiders il y a 1 an, tu nous avais dit, c'est le coach, dont j'ai oublié le nom, j'avoue, du club d'Ergo Telis. Gonias.
Voilà. Est-ce que Hein van Azebroek vient un petit peu en dessous dans la hiérarchie ou Bon, c'est complètement différent dans le sens où le coach grec que j'ai connu en Grèce m'a vraiment fait découvrir le monde professionnel et c'est lui qui m'a permis d'avoir une belle saison là-bas et ce qui a lancé mon parcours par la suite. Mais les situations sont tellement différentes que c'est compliqué de les comparer. Un petit mot avec Thomas pour refermer le chapitre Hein van Azebroek. Aussi, on est persuadé qu'il a les clés pour faire quelque chose de bien, Thomas. Avec cette équipe-là, avec ces individualités-là, c'est aussi pour ça qu'on s'est dit en Coupe d'Europe, Gand doit être européen après l'hiver, sinon ce serait une catastrophe. Il a les armes pour aller peut-être chercher le top 4 ? Il a d'autant plus les armes qu'on a entendu également à notre micro Ivan De Witt dire qu'ils allaient faire un effort pour étoffer encore le noyau. Quand je vois leur noyau, quand je vois hier qui était sur le banc à côté de Hugo, je me dis que s'ils sont épargnés par la poisse et que les joueurs sont à la hauteur de leur talent, ce serait anormal qu'ils ne soient pas dans le top 4. Même avec ce coach-là, il y a peu de coachs dans notre championnat, voire pas de coach, qui ont son palmarès et son expérience. C'est clair. Quand on regarde le top 4 actuel, mis à part Genk qui pour l'instant est sur une autre planète, l'Antwerp qui commence un petit peu à tirer la langue, Bruges qui n'est pas encore dans un rythme de croisière et puis l'Union. C'est l'objectif de Gand, Hugo. Oui, clairement, on va pas se cacher. On veut clairement jouer les playoffs 1. C'est ce que je disais tout à l'heure, si on gagne ce week-end, ils s'affrontent tous devant nous, donc on ferait une très bonne opération quoi qu'il arrive. Donc à nous de ne plus laisser filer les points comme on l'a fait dans le premier tour et revenir après cette trêve avec les meilleurs intentions. Et vous aurez un avantage dans ce dernier match, c'est que personne ne calculera par rapport à la Coupe du Monde dans votre équipe. En plus. C'est vrai que ça peut jouer, peut-être récupérer des points du côté du club de Bruges, même si Mekele et Boyata, du coup, n'iront pas, on y sera. Oui, mais il y en aura beaucoup à Bruges qui iront. Ouais, avec d'autres pays, notamment. Exactement. C'est bien vrai, ce sera dimanche, club Antwerp. Tout à fait. Quel match. Vous y serez. On enchaîne avec le lien, il est aussi tout trouvé, on parlait d'Hein van Azebroek. Vous avez quitté un autre entraîneur. Qui a marqué la carrière d'Hugo Kuipers, c'est évidemment Vranken. Ce qui est étonnant, c'est qu'on en parlait aussi dans le dernier podcast il y a un an avec toi, il voulait absolument t'avoir. Donc quand tu étais en Grèce, il essayait. Quand tu étais à Serein, dans le championnat amateur, il essayait aussi de te rapatrier. Pourquoi pas à Genk ? Parce que Gand est venu avant que lui ait signé à Genk. Donc il avait annoncé son départ du côté de Malines. Oui. Et il m'avait dit qu'il voulait me prendre là où il irait. Mm-hmm. Mais lui ne savait pas encore où il allait. et moi j'avais Gand, j'ai rencontré le coach, le président et M. Louagie. La discussion a été très productive. Et voilà, Gand avait prouvé sur la fin de saison de l'année dernière qu'ils étaient parmi les meilleurs clubs du pays, avec quoi qu'il arrive la Coupe d'Europe, ce que Genk n'a pas, malgré leur top début de saison. Et pour moi, tous les ingrédients étaient réunis pour signer à Gand. Donc aujourd'hui, c'est absolument pas un regret de ne pas avoir été à Genk, sans savoir où Vranken allait atterrir. Non, il n'y a pas eu de choix à faire, donc pour moi, non, il n'y a aucun regret. Un bon step, en tout cas, d'aller du côté de la Gantoise avec la Coupe d'Europe. En effet, ça compte pour un joueur de jouer la Coupe d'Europe. Pour un CV, pour les stats sur Transfermarkt, etc., ça donne aussi une autre ampleur à votre carrière. Oui, mais au-delà de tout ce que vous venez de mentionner, c'est plutôt l'expérience de voyager, de jouer tous les 3 jours pour un joueur. Au final, c'est ce qu'on recherche. Parce que voyager, ça, il n'y a pas de souci pour toi. Non, ça c'est... Déjà fait le tour du monde, footballistiquement parlant. Il y a eu d'autres offres, à part... la Gantoise? Non, parce qu'ils ont tellement été vite sur le coup. Ils ont pris contact avec Malines et mes agents avant même la fin de la saison. Juste après notre double confrontation, justement, dans les playoffs entre Malines et Gand. Et donc tout s'est fait assez vite. C'est moi qui ai aussi insisté sur le fait de pouvoir partir avant le début de la préparation, parce que je voulais m'intégrer le mieux possible. Et chapeau à Malines d'avoir joué le jeu. Comment elle s'est passée cette intégration, justement ? Très bien, parce que je suis arrivé en bonne forme physique et j'ai été très bien intégré par le groupe. Donc après, à partir de là, on fait toute la préparation et tout s'est bien enchaîné. Quand la direction de Gand négocie avec toi, la direction de Gand te dit quoi? Pourquoi elle te veut? Qu'est-ce qui t'a fait dire « Ok, moi je vais à Gand parce que je sens que ce club-là me veut ». T'as dit quoi pour te convaincre? Moi, j'ai eu un rendez-vous avec le coach, monsieur Louagie et le président. Et le coach m'a expliqué sa façon de jouer, la façon dont il voyait mon profil intégrer le système de façon différente.
il m'a sorti des phases spécifiques de ma saison avec Malines pour confirmer ses propos. Et au-delà de ça, les dirigeants ont dit que c'était la volonté du coach de m'amener, mais qu'eux, même avec un autre coach, m'appréciaient par rapport à ma mentalité et mes qualités. Donc tous les ingrédients étaient réunis. Alors c'est pas, Thomas, parce qu'Hugo est notre invité, j'aurais tenu le même discours s'il n'était pas là d'ailleurs, mais c'est clair qu'un profil comme celui d'Hugo Kuipers, aujourd'hui, quel entraîneur en Belgique, je vous pose la question, quel entraîneur en Belgique n'en voudrait pas ? Oui, c'est vrai que Hugo, comme on dit, il coche beaucoup de cases, voire toutes les cases de ce que peut rechercher un club en Belgique ou même ailleurs. Hein. Donc, après, ce qui parle le plus, évidemment, c'est le terrain. Hein. Donc, et ça, c'est la vérité du terrain qui décide des transferts en général. Mais c'est vrai que quand on peut être aussi bien dans sa tête, avoir une bonne communication comme lui et en plus être présent sur le terrain, ben c'est doublement intéressant. Qu'est-ce qui te séduit, Thomas, chez Hugo Kuipers, justement ? Ouais, la personnalité, le fait que ce soit un boulimique de travail, je l'ai déjà dit, c'est hyper important, moi je trouve, pour un club, pour un coach, de savoir qu'on a des joueurs qui sont impliqués individuellement, impliqués collectivement, parce que voilà, il faut vouloir s'intégrer aussi dans un club, dans la mentalité du club. Et toutes ces choses-là, c'est des choses qui peuvent rassurer un club quand il rassemble les éléments pour savoir si on prend tel ou tel autre joueur. On le disait, meilleur buteur belge de la saison, derrière Onuachu, qui pour l'instant, depuis qu'il s'est remis en route, est difficile, hein, Paul Onuachu. Mais c'est 12 buts en 24 matchs. Donc ça fait un but tous les 2 matchs. Tu n'as pas marqué hier en Coupe de Belgique, ça fait chuter cette belle moyenne, Hugo. Oui. Du coup, il y a eu des crassages ce matin, comme tu n'as pas beaucoup joué aussi. Non, moi j'ai eu entraînement ce matin. Entraînement ce matin. Ouais, voilà. Et tu es là aussi dans cette émission et on t'en remercie une fois encore. Par rapport aux stats, la saison dernière avec Malines, c'était 13 buts. Marqués en 36 matchs, donc là, ben voilà, je disais, en championnat, c'est 9 buts pour l'instant en 15 matchs. Qu'est-ce qui fait encore... Comment tourner cette question-là aussi, c'est comment tu sens ta progression par rapport à la saison dernière ? En quoi ton jeu s'est amélioré ? Il y a un an, j'y fais référence, tu nous disais dans le podcast, ce que je dois améliorer, c'est mon jeu dos au but. Verdict, un an plus tard, est-ce que ça s'est amélioré ou pas encore assez ? Je dirais pas assez, mais j'en ai moins besoin cette année-ci. Donc c'est une question piège. Parce qu'on joue complètement différemment qu'à Malines. Mais oui, c'est plutôt dans le sens où je dois continuer à progresser sur tous les aspects, mais tout en restant focalisé sur les statistiques, ce qui reste le plus important. Et qu'est-ce qui te plaît le plus entre ce que tu devais faire à Malines et ce que tu dois faire aujourd'hui à Gand ? Parce que tu aimais bien quand même, hein, le jeu malinois. Oui, c'était très très bien. Non, c'est tellement différent que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais personnellement, moi, je suis quelqu'un qui s'adapte assez bien parce que je pense qu'on ne peut pas avoir deux systèmes beaucoup plus opposés que ce qu'on avait l'année dernière et ce que j'ai cette année-ci. Oui. Mais si je vois par rapport au début de saison, maintenant ma réflexion dans le jeu est bien plus intéressante. Compliqué de vous l'expliquer, mais je me sens beaucoup mieux sur le terrain dû à la compréhension du système et la façon de connaître les qualités de mes coéquipiers. Et tu es d'accord avec ton coach quand il dit que c'est dans les petites combinaisons, dans les petits espaces que tu dois encore le plus progresser ? Oui, clairement. Clairement, après, il y a cette éternelle discussion, est-ce qu'il faut améliorer ses qualités ou plutôt ses défauts ? C'est très compliqué, surtout cette année-ci, de se focaliser sur ces choses-là, dans le sens où on joue tous les 3 jours. On a enchaîné de façon assez rapide avec cette année un peu spéciale. Là, ça va être un peu plus calme vu qu'on va à nouveau avoir une préparation et les matchs s'enchaîneront un peu moins après la trêve, donc je vais essayer de mettre l'accent là-dessus. 24 matchs en 4 mois pour Gand. Bah oui, c'est une année particulière, on le savait. Tu parlais un petit peu de ton intégration, de tes coéquipiers aussi. Ça fait quoi de jouer avec un Tissou Dali qui lui manque quand même cruellement à Gand ? Parce que quand on a eu droit, Thomas, c'est vrai, hein, à ce duo à un moment donné, c'était plus qu'un duo, mais Tissou Dali, Kuipers,
Et ça faisait quand même des étincelles. Vous vous êtes rapidement trouvés tous les deux. Oui, à l'entraînement, ça a directement matché. Et sur les 2 premiers matchs, oui, ou le match et demi qu'on a joué ensemble, malheureusement pour lui, ça s'était bien passé aussi. Et malheureusement, oui, voilà, ça arrivait ce qui t'arrivait, et à lui de revenir le plus rapidement et là en meilleure forme possible. C'est prévu pour quand, pour Tariq ? On a déjà plus ou moins une date. C'est difficile à estimer, ce sera vers mars-février si tout se passe comme prévu, mais là il est au stade auquel il va recommencer à courir et avoir de l'impact sur son genou, donc ça va être pour lui tâche de voir comment son genou réagit à chaque deadline. Quelle est la plus grosse personnalité du vestiaire gantois ? C'est une question que je me suis souvent posée, ça. Il y a Nga2, Vadis qui aussi par leur parcours ont une certaine prestance. Mais je ne peux pas vous dire quelqu'un qui a vraiment un ego surdimensionné. Mais quand il faut à un moment donné dans un vestiaire parce que ça ne va pas, parce qu'on ne joue pas bien, celui qui va prendre la parole et pas avoir peur de dire les choses. Ça va être Vadis. Et dans les qualités des joueurs, j'étais assez impressionné par la prestation de Salah. Est-ce que justement il a un petit peu ce facteur X dans les 1 contre 1 qu'avait Tissou Dali et qui peut vous apporter aussi dans un autre... Oui, clairement, il a cette faculté à pouvoir éliminer en 1 contre 1. Maintenant, on voit aussi qu'il a encore... ce qui fait sa qualité, c'est qu'il a cette insouciance encore de jeunesse, mais il doit trouver le juste milieu en dribbler un 2e, voire un 3e ou faire la passe au bon moment. Mais ça viendra avec les matchs, mais clairement, sur les fois où il a joué, il nous a apporté beaucoup. C'est quelqu'un qui a faim aussi, parce que dans la mentalité, tu sens qu'il a vécu quand même déjà certaines choses. Oui, il a aussi un parcours compliqué et je pense que c'est pas un hasard si les joueurs avec un parcours plus compliqué arrivent à bien rebondir. Tu parles d'expérience un peu ? Un peu. L'expérience, on peut y revenir aussi, puisque tout le monde n'a pas spécialement suivi le podcast d'il y a un an. Vraiment bourlingué un peu partout. Il y a la D2 grecque qui reste le point culminant parce qu'on dit qu'est-ce qu'un joueur comme Hugo Kuipers va faire en D2 grecque, mais il y a ensuite eu un passage notamment à l'Olympiakos. Quelle est la période de ta carrière qui t'a le plus servi pour être celui que tu es aujourd'hui ? Tu vas peut-être me dire un petit peu près tout, mais s'il y a une période à ressortir où tu as peut-être eu un déclic aussi footballistique. Je dirais que c'était à l'Olympiakos où je jouais très peu, mais que je voyais qu'à l'entraînement, au final, les différences n'étaient pas énormes et justement se situaient peut-être au niveau de l'expérience. Mais dans chaque club, j'ai pu retirer des choses différentes. En D2 grec, j'ai vraiment pu jouer, enchaîner les matchs et être décisif, où j'étais un joueur important de l'équipe. À Ajaccio, c'était plutôt le bloc. Vraiment le bloc défensif, le pressing pour lequel la France est bien reconnue. Et à l'Olympiakos, c'était côtoyer des joueurs qui avaient atteint un haut niveau tout au long de leur carrière, un joueur niveau sur la scène internationale, que ce soit en club ou en équipe nationale. Donc voilà, chaque club m'a apporté ces différentes choses. Tu nous rappelles ton âge, Hugo ? 25 ans. 25 ans, certains se diront, oui, mais c'est déjà la 2e partie de carrière pour un joueur. Mais quand on t'écoute parler, on se dit que ce n'est peut-être en fait que le début. Quels sont les steps peut-être que tu vois pour un futur proche ? Mais comme je le disais tout à l'heure, en 1 an et demi, je crois que j'ai bien progressé. Je suis sur une progression constante et c'est à moi de réussir à rester sur cette pente ascendante. Après, si certaines choses doivent venir, ça viendra, mais là, je suis vraiment bien à Gand. Et si je dois revenir sur ce que je disais tout à l'heure, à l'Olympiakos, j'ai côtoyé des joueurs de 35-36 ans qui étaient performants en Ligue des Champions contre des bien meilleurs clubs que l'Olympiakos. Donc c'est bien dire que si tout va pour le mieux, j'ai encore 10 belles années devant moi. Est-ce que tu en discutes avec quelqu'un comme Laurent Depoitre, qui est un concurrent aussi pour toi ? Oui, dans le sens où lui, sa carrière a commencé tard aussi. Il a pu, par sa force de caractère, atteindre un très très haut niveau. Donc c'est clairement un exemple à suivre. Comment tu fais justement pour rester, tu le disais, fit dans la mentalité ? Tu voulais arriver à Gand pendant la pré-saison pour ne
rien rater comme étape. Mais au quotidien, tu profites quand même de la vie ou alors tu es vraiment minutieux sur chaque chose pour rester fit justement et avoir la plus longue carrière possible? Je suis minutieux sur tout ce qui est prévention et récupération. Après, oui, comme tout joueur, j'aime bien me relaxer aussi dans mes temps libres, mais voilà, après, pour moi, ce n'est que chose logique de contrôler les choses qui sont à portée de main. Le reste, les choses que je ne maîtrise pas, ça a peu d'intérêt de perdre son énergie là-dedans. Et dans les choses que tu maîtrises, il y a aussi l'aspect image, vidéo, mental, psychologique. Oui. Tout ça, tu travailles de toi-même? Oui, j'ai des gens qui m'entourent pour m'aider, des gens qui maîtrisent chaque sujet plus méticuleusement que ce que je ne le fais, mais voilà, encore une fois, ça fait partie des choses que je peux maîtriser. J'ai un ami qui m'a dit récemment que je devais plus être dans l'optimisation que dans la perfection, parce que la perfection, au final, on ne l'atteint jamais. Et je trouvais ces propos très justes, car au final, on ne peut que devenir la meilleure version de soi-même. Donc, à moi de faire le maximum pour. En tout cas, il a un potentiel consultant aussi. Hein. Ouais, vous avez peut-être du souci à vous faire. Ce sera dans longtemps. Ça va, il a une longue carrière devant lui. On l'écoute parler, peut-être jusqu'à 45 ans, on verra. En termes d'optimisation, justement, quel est le point sur lequel il faut encore appuyer pour obtenir la meilleure version, la version 2.0 du Go Kuipers? Là, cette année-ci, j'essaye surtout de me focaliser sur la finition. Car au final, ça reste la chose la plus importante. Mais encore une fois, c'est faussé par ce calendrier qui a été surchargé. Et quand sur une semaine, on a 2 matchs, dont 2 entraînements d'avant-match et 2 entraînements récupération, ça ne fait plus qu'un jour de vrai travail. Et donc là, on est surtout dans la prévention et la récupération, parce qu'au final, dans ce que j'ai pu apprendre, un joueur blessé ne peut rien faire de tout ça. Donc autant rester fit. Et là, pour l'instant, ce sont vraiment les matchs et les minutes qui m'apportent le plus. Donc ça veut dire qu'au-delà de la structure que Gant met en place pour tous ses joueurs, il y a une structure autour du Go Kuipers? Oui. Voilà. Pris en charge uniquement par tes soins. Ouais. Très bien. Et dans l'aspect mental que Thomas évoquait tout à l'heure, quels sont les exercices peut-être que tu mets en place? Il n'y a pas vraiment d'exercice. C'est plutôt, au final, le mental est assez complexe, mais ce que j'apprends ou ce que j'ai pu apprendre, c'est au niveau des pensées négatives qu'on a tous, sportifs ou pas, c'est d'arriver à les contenir ou de les accepter. Et c'est facile? Non, mais oui, on m'a dit qu'une pensée négative, au final, n'était que passagère, dans le sens où, quand on l'a sur le moment même, on peut se dire, est-ce que je me souviendrai de cette pensée dans quelques jours, dans quelques semaines? Non, parce qu'elle est vraiment passagère, donc c'est les accepter ou arriver à les supprimer avec de simples exemples positifs. Des travaux de visualisation, tu fais ça aussi? Non. On sait que c'est davantage le cas chez les gardiens, Thomas. On l'écouterait parler pendant des heures. Oui, c'est super intéressant, mais je pense qu'il a raison. Et le plus difficile chez le joueur de foot, le sportif, c'est gérer l'émotionnel. Hein. C'est être dans l'instant présent. Surtout quand on est une personne réfléchie, comme il est, on a tendance parfois à trop réfléchir, à trop se projeter. Et donc, c'est un travail qui doit se faire, pour moi, chez la plupart des joueurs. La pression, comment tu gères, toi, ta gestion de la pression? Bon, tu as connu l'Olympiakos, tu n'as pas toujours beaucoup joué non plus. Tu passes de Malines à Gand, il y a quand même des attentes sur tes épaules qui sont d'autant plus grandes que tu as montré à tes supporters ce que tu pouvais faire en termes de but. La pression, tu es quelqu'un de nature à être quand même parfois un peu stressé avant un match, ou là aussi il y a des exercices que tu Non, je ne me sens pas stressé, plutôt tendu dans toutes les heures qui précèdent le match, parce que la journée parfois est longue quand on joue le soir, et d'ailleurs ce week-end c'était magnifique, on joue à 13h30, on se lève, on n'a même pas le temps de penser au match quand on y est déjà, donc au final ce sont les meilleurs moments pour jouer. Mais non, si je compare la saison dernière à cette saison-ci, pour moi celle-ci est plus simple, dans le sens où les objectifs à atteindre ont plus d'importance. À Malines,
on était content si on était en play-off 2, mais c'était pas grave. En tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti une certaine gravité si on n'y était pas. Et moi, personnellement, elle m'aide à performer plus, car on doit vraiment aller au bout de soi-même. Quand on regarde un petit peu la Conference League, certains se disent que la Gantoise a fait le plus difficile, c'est sortir de ses poules. Quand on voit la composition aussi des équipes qui restent, quelle est la chance, Hugo, d'un club belge d'aller, peut-être pas dire au bout, mais dans le dernier carré de cette compétition? Est-ce que ça ne doit pas être aujourd'hui l'objectif d'un club comme la Gantoise? Qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport à cette Coupe d'Europe? Oui, c'est un peu la réponse bateau, mais on va prendre tour par tour. Là, on tombe contre Karabakh et de l'extérieur, ça peut être perçu comme étant un tirage facile. Mais à titre de comparaison, Karabakh termine 3e dans un groupe avec l'Olympiakos qui termine dernier. Et pour avoir connu le noyau de l'Olympiakos qui a un petit peu changé, mais les qualités restent celles d'un grand club européen. Je pense que cette équipe de Karabakh est très forte. Alors, je ne l'ai pas encore vu jouer, on ne l'a pas encore analysé, mais ce sera à nous d'être performants et oui, de prendre tour par tour. Parce que, est-ce que c'est pas parfois dans la mentalité des clubs belges aussi de se dire, alors c'est normal que vous vous dites attention, méfiance à l'adversaire, mais c'est aussi dans la manière de penser, de se dire, on est quand même Gand, on sait jouer au foot, on prétend être dans le top 4 en Belgique. Mais bon sang, qu'on y aille en Coupe d'Europe. J'ai parfois l'impression que les clubs belges se disent oui, il y a peut-être moyen d'eux, mais attention aux adversaires. Avec tout le respect qu'on a pour eux. Oui, c'est peut-être la mentalité belge. Mais c'est pour ça que ça a peu d'intérêt de se projeter plus loin que le tour qui nous attend maintenant. Il faudra faire 2 matchs sérieux et puis aller au bout. Oui, bien sûr qu'on ira au bout si on le peut, parce que l'année dernière, je n'y étais pas, mais ils ont été éliminés en 8e de finale contre un autre club grec. Et ils étaient à 2 doigts de passer, donc au final, tout se tient et se joue à des détails. Et à nous de faire en sorte que ces détails tombent de notre côté. Oui, les meilleurs exemples, c'est Bruges et l'Union, mais d'un autre côté, il y a aussi Nicosie qu'ils ont connu. Moi, je l'avais connu avec Bate Borisov. Et ce sont des équipes qui sont compétitives, mais je pense clairement que la Conference League, elle est faite pour les clubs belges. Et si on veut arriver dans le dernier carré, c'est là-dedans. Et j'aurais trouvé ça très très dommage qu'Anderlecht et Gand ne passent pas les poules de la Conference League. Et puis tous ces résultats positifs de ce début de saison en Coupe d'Europe va peut-être permettre à Gand d'aller chercher un beau ticket si jamais il y a qualif pour le top 4. On divise les points par 2. Vous serez bien content, ce sera davantage la saison prochaine, du coup, pour peut-être aller briguer un bon spot en Coupe d'Europe, parce qu'on rappelle que cette saison, à la fin de la saison, le premier ne sera pas directement dans la phase de poule de la Ligue des Champions. On va refermer ça de manière assez sympa. Cet Eleven Insiders, Hugo, on n'avait pas fait cette petite séquence qui est l'une des nouveautés de la saison, c'est le Face ID. Donc on prend votre téléphone, on met votre visage devant, il se déverrouille. Et que trouve-t-on notamment comme fond d'écran sur le téléphone d'Hugo Kuipers? Alors il ne se déverrouille plus parce que ma vitre est cassée avec mon Face ID, donc je dois mettre mon code. C'est une alternative du Face ID. Voilà, donc je dois mettre mon code. Le Finger ID fonctionne aussi. Mais sinon, ma photo est celle de moi et ma fiancée. Voilà, fiancé donc, le mariage est prévu en 2024, oui. 2024, quel mois on sait déjà? Juin, c'est le seul mois un peu disponible. Il n'y a pas de Coupe du Monde à ce moment-là. Il y a un Euro qui va arriver un petit peu plus tard, donc vous avez dû mettre les calendriers. Ça va avec madame pour savoir agencer tout ça avec la Coupe d'Europe? Certains joueurs parfois se disent ouais, mais la Coupe d'Europe, ça fait des matchs toutes les semaines, ça fait des longs déplacements. Pour ceux qui sont un petit peu famille, c'est compliqué quand même. Oui, après elle travaille aussi, donc elle a ses horaires à elle, mais on s'arrange très bien. Très bien. Le dernier appel qu'Hugo a passé? Passé ou reçu? Oh, les deux, tiens. Passé Alessio Castromontes. Voilà, qui était là dans le podcast NL aussi. Il était perdu ou... Oui, il était 10 minutes derrière moi, il arrive avec une demi-heure de retard, donc je ne sais pas par où il est passé. C'est pour ça. Tout s'explique. Bon, le dernier message que tu as envoyé, Hugo, autre qu'à Alessio pour lui demander avant l'appel où il était. C'était à toi. Ah ben voilà, pour me demander d'ouvrir le parking. Voilà, exact. Ou pour avoir les questions. Ah non, ça on ne les donne pas. La playlist, c'est quoi le style de musique que tu écoutes là pour faire la route par exemple? Il y a des podcasts? Oui. Beaucoup de podcasts concernant le football, mais sinon c'est de la musique générale. Il y a un peu de tout. Très bien. Et Insider, c'est dedans ou pas? Vraiment en toute objectivité? Oui, il le sera demain.
il le sera demain. C'est une excellente réponse. Mais donc, malgré le nombre de matchs que tu joues, tu continues à regarder, à écouter du foot? Ah oui, j'adore. Ah oui. Je me rends compte que j'adore vraiment profondément le football, au-delà des côtés parfois un peu plus noirs qu'il peut contenir. Mais oui, j'adore regarder un match de foot. Je peux regarder plus ou moins n'importe quoi si j'arrive à avoir une référence, que ce soit quelqu'un que je connaisse ou un championnat dans lequel j'ai joué. Au point de déjà te dire que tu te vois comme coach après ta carrière? Non, parce qu'alors on rentre de nouveau dans l'aspect parfois un peu plus négatif du football. La pression qu'engendre les résultats, alors pas spécialement personnellement, mais certaines choses qu'on ne maîtrise pas, toute la semaine négociation. Donc je pense vouloir rester dans le football, mais dans un rôle plus en retrait. Bien, très bien, c'est là-dessus qu'on va refermer. Je remercie Thomas pour cette belle conclusion. Merci Tom. Salut, à bientôt, à dimanche. Et à dimanche pour un Club de Bruges Antwerp. Tous les autres matchs, dont Courtrégan, à suivre sur Eleven Pro League. Merci Hugo. Avec plaisir. N'oubliez pas, sur les podcasts, sur Spotify ou sur Apple Music, il y a un petit cœur pour les podcasts. Hop, vous cliquez dessus et ce sera dans vos favoris. Parfait. Que vous n'avez pas spécialement le temps de les écouter ou vous avez le temps de le faire. On est ravis que ce sera le cas. Merci Hugo, parfait bilingue, donc à écouter, je le répète, dans les deux langues. À jeudi prochain pour un nouveau podcast. Ciao, ciao.